Good morning, good afternoon, or good evening, depending where you joining us from. And welcome to the Bonjour et bienvenue à ce deuxième dialogue virtuel de la série des éliminations du cancer du col, l'inspiration 2030 pour trouver les bons systèmes de dépistage et de traitement. Nous espérons que dans les 2 heures à venir, vous allez pouvoir être inspiré. Nous avons une liste éminente d'intervenants. Mon nom est Alessandro. Je vais d'abord donner quelques règles de base qui sont habituelles pour une réunion par Zoom. Tout d'abord, je remercie GH Piego et ICC avec lesquels nous avons pu développer ce dialogue. Comme toujours, n'oubliez pas, coupez votre microphone sauf si vous parlez, parce que cette réunion, en fait, se tient comme une réunion. Vous pouvez garder votre caméra allumée pour voir, qu'on puisse voir d'où vous nous parlez, et ouvrez la boîte de chat et profitez-en pleinement, car nous allons pouvoir recevoir des questions par ce biais. Vous pouvez taper vos commentaires ou questions en cours de présentation. Aujourd'hui, nous avons également l'interprétation. Toutes les présentations seront en anglais, mais pour ceux qui sont plutôt francophones ou hispanophones, nous avons des interprètes avec nous qui interpréteront vers le français et vers l'espagnol. Pour accéder à ces canaux, il vous suffit de regarder l'icône interprétation en bas d'écran et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez, que ce soit l'espagnol ou le français, et vous pouvez décider de muter la langue d'origine pour que vous n'entendez que la langue interprétée. Un autre rappel pour tous les intervenants de garder à l'esprit que cette réunion est interprétée, donc essayez de ne pas parler trop vite et également de parler aussi clairement que possible. Vous êtes tout à fait libre d'utiliser la fonction chat dans vos langues respectives. Nous avons du personnel à disposition s'il est nécessaire de les traduire en anglais. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps non plus parce que nous avons beaucoup de matière à couvrir. Très rapidement, je voulais donner une vue d'ensemble de qui sont les participants qui sont inscrits. J'espère qu'ils pourront tous se joindre à nous aujourd'hui. Et je vois que les chiffres augmentent, donc 278 inscriptions de 58 pays différents. Vous pouvez voir qu'ils sont sur la carte à gauche, une couverture très globale. Mais je voulais également mettre en exergue la diversité des organisations qui sont représentées aujourd'hui, ce qui est certainement un témoignage de l'intérêt de la nature intersectorielle de tout notre mouvement qui vise à éliminer le cancer du col de l'utérus. Donc, sans autre, je vais maintenant me tourner vers notre maître des cérémonies, Maura McCarthy, direction de partenariat GH Piego, et qui va nous présenter l'ordre du jour et présenter le premier intervenant. Maura, à vous. Merci beaucoup, Alessandro McCarthy, directeur des partenariats chez Prego, avec un ciblage tout particulier dans les cancers des femmes, et j'ai un plaisir tout particulier de vous accueillir aujourd'hui à cet événement. La feuille de route vers 2030 est une aspiration pour arriver au bon résultat pour le dépistage et le traitement du cancer du col. Comme Alessandro a montré cette diapo, il est impressionnant de voir que tellement de membres se sont joints des 4 coins du monde, ce qui est certainement un reflet de l'enthousiasme et de l'intérêt qui est manifesté dans cette question. C'est le deuxième événement dans une série de dialogues virtuels organisés par UICC et JPEGO.
sur le cancer du col et le ciblage aujourd'hui sur la prévention secondaire va certainement s'aligner d'une façon très élégante pour la vision du sommet des responsables du traitement du cancer cette année. Comme vous pouvez le voir de notre programme, nous avons des intervenants éminents qui vont nous donner leur vision de ce qui serait nécessaire pour que l'élimination, et en ciblant une discussion sur la prévention secondaire, ce qui sera nécessaire pour arriver à ce résultat, les services de traitement, quelles sont les lacunes principales, comment nous pouvons comprendre où nous en sommes dans les objectifs d'élimination. Et ceci est extrêmement stimulant. Nous aurons également une avant-vue de quelques indicateurs de l'avenir relevant du dépistage ainsi que certaines indications sur des éléments de coût sur cette prévention secondaire. Beaucoup de terrain à couvrir, donc n'hésitez pas à utiliser la fonction du chat pour compléter notre discussion. Et maintenant, je me tourne vers notre premier segment. Alexandro. Et j'ai le plaisir de vous présenter, qui ne nécessite aucune présentation, Dr. Grousbeck Parham, Dr. Parham, professeur honoraire à l'Université de Zambie et oncologue gynécologue certifié. Dr. Parham était un précurseur dans les services de dépistage et de traitement pour des femmes vivant avec le VIH, l'Afrique au sud du Sahara. Le Dr. Parham est membre au sein de l'OMS et travaille en Zambie depuis 2005. Je suis très heureux de pouvoir donner la parole maintenant au Dr. Parham. Dr. Parham, il ne faut pas oublier d'allumer votre microphone. Merci beaucoup. Je laisse ma vidéo coupée pour améliorer la qualité du son. M'entendez-vous? Oui, nous vous entendons. Can you hear us, Professor Grousbeck? Professeur Grousbeck, êtes-vous avec nous? Oh, that's a shame. Yeah. C'est vraiment dommage. Okay. We can. Yes. Donc, comme je disais, merci beaucoup. J'étais en train d'éteindre ma vidéo pour améliorer la qualité du son, et puis finalement tout s'est éteint. Enfin, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être participant dans cette réunion et que l'on puisse continuer d'avancer assez rapidement. Nous avons 2 intervenants aujourd'hui pour lancer la discussion virtuelle. Dr. Lian Riley, malheureusement, ne peut participer en d'autres obligations. Et nous avons notre amie et collègue que nous connaissons tous très bien, Nathalie Broutet, qui va nous donner un avant-goût et une discussion plus en détail sur les nouvelles directives de l'OMS sur le dépistage et traitement du cancer du col, notamment avec des femmes vivant avec le VIH. Et donc, sans autre, Nathalie, vous avez la parole. Merci Grousbeck, merci pour cette introduction et merci à tous les participants. Je crois que c'est une excellente occasion de partager avec vous ces recommandations pour commencer la discussion sur la mise en œuvre de ces nouvelles directives. Je me concentrerai sur
le travail effectué sur l'élimination et sur les objectifs que nous voulons atteindre. Vous vous rappellerez qu'en 2008, on avait lancé l'idée de l'élimination du cancer du col de l'utérus pour faire face à l'inégalité dans les pays et à l'intérieur des différents pays. Nous avons développé donc une stratégie qui se concentre sur 3 cibles principales pour 2030. Le seuil que nous avons déterminé pour éliminer ce problème, c'est que chaque pays devrait arriver à un taux d'incidence de moins de 4 cas par 100 000 femmes par année, et cela avant la fin du siècle. Pour atteindre ce seuil, pour tout pays, nous avons besoin d'atteindre l'objectif de 90% de filles complètement vaccinées d'ici à 15 ans, 70% de femmes dépistées avec un test de haute performance entre l'âge de 35 et 45 ans et 90% de femmes identifiées qui ont un cancer qui doivent obtenir un traitement. Donc, c'est vraiment le traitement et le dépistage qui sont importants. Regardez notre défi actuel. Ça, c'est le travail que nous venons de finir avec l'Institut catalan de la santé. Et ça va être publié très bientôt. Ce n'est pas encore publié actuellement, donc nous ne pouvons pas vous le donner. Mais nous avons 77 pays qui ont atteint l'objectif du dépistage en vert et les 126 autres pays ne l'ont pas atteint et vous en voyez donc des pays qui n'y sont pas arrivés. Nous aimerions atteindre 70% de dépistage pour les femmes entre 35 et 45 ans. Nous avons également décidé de renouveler ces directives parce que nous voulons faciliter l'atteinte de ces objectifs. Cela nous permettra d'émettre des recommandations car nous aurons de nouvelles preuves à l'appui. Il y a des tests que nous n'avons pas encore examinés en détail. Les oncoprotéines, le test visuel, etc. Nous n'avons pas encore assez de preuves, mais ça vient bientôt. Donc, nous avons 3 manières différentes de faire du dépistage: moléculaire, cytologique ou inspection visuelle. Dans le domaine moléculaire, nous regardons le HPV par ADN, par ARN messager. Je ne vous en parlerai pas encore parce que nous sommes en train de finaliser les recommandations dans ce domaine et ça doit être soumis à l'OMS avant que je puisse vous montrer les recommandations en détail. Les recommandations ont des stratégies différentes. Nous regardons quelle stratégie doit être observée pour le dépistage. Il y a le dépistage, le triage et le traitement. Donc, nous avons le VIH, colposcopie, HPV 16, 18 et cytologie. Il y a les tests de dépistage primaire, HPV, ADN, etc. Et ensuite, le suivi après un test positif ou négatif, l'âge lors du premier dépistage, la fréquence
du dépistage et les recommandations de traitement. Nous avons des preuves de sources très différentes. Nous avons un manuel de l'IARC qui examine toutes les études primaires du dépistage. Ensuite, il y a les revues publiées. Ensuite, les tests avec leur diagnostic. IPD-MA, le modelage pour les effets et l'efficacité en matière de coût. Ensuite, un sondage sur les valeurs et les préférences. Et bien sûr aussi un sondage sur la mise en œuvre, un bref sondage. Toutes ces preuves ont été agglomérées pour que l'on voit ce qui marche le mieux. Et bien sûr, il y a aussi une méthodologie qui doit être examinée pour savoir comment faire les choses et comment les dire. Nous avons donc 22 recommandations et 6 déclarations de bonnes pratiques pour la population générale et pour les femmes vivantes avec le VIH. Voilà, c'est la recommandation la plus importante et ça, c'est le message clé pour vous. Sur la base des discussions, nous avons 2 types de recommandations différentes. Pour la population générale des femmes, nous suggérons le HPV-ADN avec sa détection dans un test de dépistage et le traitement où nous avons l'approche dépistage, triage et traitement. Ça peut être par exemple la cytologie. Pour ces femmes, nous commençons à 30 ans avec un intervalle de 5 à 10 ans pour les dépistages. Alors que pour les femmes vivantes avec le VIH, la situation est différente. Nous recommandons bien sûr aussi la détection ADN HPV dans un dépistage, triage et traitement. Nous avons besoin du test de triage. Le premier dépistage doit se faire à 25 ans avec une fréquence de 3 à 5 ans. Et ça, c'est très important pour résumer les recommandations. Nous encourageons les pays à passer de la cytologie au test HPV par ADN. Avec triage ou sans triage, donc une cryothérapie ou une thermoablation, ou le test HPV avec un triage, avec HPV 16-18, VIA et d'autres tests. Et nous suivons avec un traitement avec cryothérapie et thermoablation. Nous pensons qu'il est très important de recommander les choses suivantes. Ce sont les prélèvements autocollectés. Ça, c'est très important. Nous avons des preuves qui montrent que cette recommandation est utile pour les prélèvements autocollectés. Pour obtenir ces 70% de couverture de dépistage, nous avons besoin de faire une intensification au niveau national, à la fois du dépistage et du traitement. Et donc, nous avons besoin d'introduire des algorithmes simples qui peuvent être choisis par le gestionnaire du programme. Ça doit être très bien planifié. Et je voudrais vous montrer qu'actuellement, nous parlons des tests HPV-ADN, mais cette carte, je l'ai déjà mentionnée au début. Vous voyez qu'il y a des pays
qui ont déjà introduit le HPV ADN, comme l'Australie, comme programme national. Il y a beaucoup de pays avec 2 couleurs qui ont le VIA ou le FROTI-PAP et le HPV. Et il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de recommandation officielle. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, l'ampleur des problèmes et comment nous allons soutenir l'introduction de ces tests dans ces pays. Cela nous amène aux autres recommandations pour atteindre ces actions stratégiques pour parvenir à une couverture de 70%. C'est une amélioration de la qualité et de la couverture de la fourniture de cette prestation pour les patients. Et nous avons besoin de technologies en suffisance et à des prix abordables pour les produits. Donc, il y a des agences régulatrices qui doivent nous aider à ce sujet. Il faut aussi une stratégie pour la réduction des prix, car c'est encore difficile pour nous d'avoir ces tests disponibles pour tous. Et finalement, nous devons également vérifier les progrès atteints. Diapo suivante. Voici mes collègues de l'OMS et de l'IARC avec lesquels je travaille nuit et jour pour élaborer ces directives. Je les remercie. Nous avons beaucoup de défis devant nous, nous le savons, mais nous voulons éliminer le cancer du col de l'utérus. Merci. Merci Nathalie pour une présentation extrêmement intéressante. Nous avons des questions extrêmement pertinentes et je vais les énumérer et je vous laisserai les traiter dans l'ordre que vous souhaitez. Première question porte sur l'utilisation de l'iniquimab dans des cadres à ressources faibles pour des lésions importantes qui sont trop importantes pour être traitées par ablation. Ceci s'applique peut-être à les femmes vivant avec le VIH qui peuvent avoir ces lésions assez étendues. Comment est-ce que cela s'applique au col de l'utérus? Est-ce que le patient peut l'appliquer? Est-ce que cela peut être appelé avec un spéculum? Quelle est la fréquence d'application ou la durée de traitement? Et suite au traitement, est-ce que le suivi doit être fait ou est-ce qu'il faut simplement assurer un suivi de la patiente? Et quelle est la justification de ne pas appliquer du dépistage et du traitement avec des femmes vivant avec le VIH? Nous avons pensé qu'ils devaient être agressifs et traiter tous ceux qui étaient positifs au papillomavirus humain et pour les taux échantillonnage, y compris dans l'urine. Donc, pourquoi est-ce que nous n'appliquons pas l'approche du dépistage et traitement pour les femmes vivant avec le VIH et la question de l'auto-échantillonnage? Merci beaucoup. M'entendez-vous? La première question, nous n'avons pas de recommandation sur ce traitement. Nous le recommandons pour les verrues génitales, mais non pas pour les néoplasies intraépithéliales. Peut-être qu'il faudrait revoir la littérature, mais ce que nous voyons de la littérature pour le moment est qu'il n'y a pas une efficacité constante ou des résultats consistants ou cohérents. Il y a des avantages, des inconvénients, et en fait, nous n'avons pas des essais cliniques qui démontrent des résultats intéressants. Et cela est peut-être prometteur, mais peut-être pas dans la formulation actuelle. Et l'immunothérapie est certainement quelque chose qu'il faut revoir d'une façon générale, et actuellement, nous travaillons sur le développement des vaccins thérapeutiques, et ce qui est une technologie prometteuse, mais nous ne le recommandons pas pour le moment.
Maintenant, la façon dont ceci est utilisé est que c'est une crème et dans les essais aléatoires, euh, 5% d'une crème qui est appliquée sur le col, qui est dans un spéculum. Pour l'application de la crème, ceci a été fait dans le contexte des essais, mais n'est pas recommandé hors la période d'essai. Et l'application qui a été faite dans le cours de ces essais est une application hebdomadaire pendant 12 semaines. Donc, il y a également la compliance vis-à-vis du traitement qui n'est pas très facile. Et également des problèmes de sécurité quant à la grossesse. Et chez ces femmes de 25 ans ou 30 ans, et qui tombent enceintes dans les 12 semaines d'application du traitement, il y a quelques signaux que ceci n'est peut-être pas sûr en cas de grossesse. Donc, il existe des possibilités, beaucoup de travail doit encore être réalisé, travaux doivent être réalisés dans ce sens, mais nous ne sommes pas encore prêts. Autre question. Oui, qu'en est-il du triage pour les femmes vivantes avec le VIH? Je l'ai même dit à plusieurs reprises et j'aurais beaucoup à dire également, mais en regardant la modélisation, le nombre de traitements pour les femmes vivant avec le VIH, le nombre de traitements qui devaient être réalisés pour véritablement arriver à un impact était colossal. Et en termes de ressources humaines, d'avoir ce traitement pour les femmes vivant avec le VIH. Peut-être une fois qu'un test plus précis existera, pour que nous allons regarder d'autres tests, peut-être que cela sera possible. Mais, actuellement, ce n'est pas une approche réaliste et qu'il est plus efficace d'avoir un triage avec la cytologie, par exemple, pour les 16-18. Ce que nous avons pris en considération, et c'est là où les différentes sources d'information sont importantes pour l'élaboration de telles recommandations, parce que nous avons également regardé la prestation des services et dans de nombreux pays pour les femmes vivant avec le VIH et qui ont accès à une thérapie antirétrovirale, ils peuvent se rendre dans les services pertinents et elles étaient bien suivies. Le risque de perdre des femmes dans ces populations est moindre que dans la population générale, mais les chiffres sont différents. Donc, différentes recommandations qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on formule une telle recommandation. De nouveau, nous regardons des tests plus précis qui pourraient permettre un traitement immédiat après un dépistage positif. Et les tests urine, et nous n'avons aucune recommandation pour le moment sur une collecte assurée de l'urine. Nous n'avons pas validé cela. Gosbeck, vous avez répondu à la question sur l'urine pour les tests, mais je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Oui, je viens de dire nous n'avons pas de recommandation pour l'heure, nous n'avons pas évalué les performances. Il faut avoir une évaluation de précision des tests urinaires. Une autre question, Nathalie. Quels sont les éléments clés pour tous les 2 ou 3 ans qui devraient être réalisés afin de prendre une valeur de référence des progrès à intervalles réguliers et donc pour arriver à ces objectifs espérés pour 2030. Quels sont les éléments clés qui doivent être quantifiés tous les 2 ou 3 ans afin de pouvoir évaluer le progrès réalisé? Oui, en fait, ce que nous avons regardé dans le travail de modélisation, lorsque la stratégie a été élaborée,
C'est une évaluation ou une évolution progressive. Et c'est ce que nous pensons que les pays devraient faire, qui est en fait d'arriver à 30% d'ici 2025, 45% en 28, et d'arriver aux 70% en couverture dépistage d'ici 2030. Donc une approche progressive, parce que nous savons qu'il serait impossible d'arriver à 70% spontanément. Beaucoup de travail reste à être réalisé, mais 30% pourrait être réaliste à la lumière des pays qui ont déjà commencé ces travaux avec une couverture actuelle de l'ordre de 10%. Nous recommanderions 30, 40, 70, mais cela dépendra bien entendu de quel est le point de départ dans un pays donné. Et de nouveau, j'aimerais souligner l'importance de travailler en tant que groupe sur la disponibilité et la disponibilité financière de ces tests. C'est un élément qui permettra au pays d'arriver à faire ces tests. Merci beaucoup pour une présentation extrêmement intéressante et questions-réponses également. Et l'on me signale que nous devons passer au groupe suivant d'intervenants. Nathalie, merci beaucoup. Nous nous réjouissons d'entendre la publication de ces directives. Cela sera le 6 juillet seulement. Ah, excusez-moi, j'ai cru que ça allait être dans le courant de la journée. Non, ceci est en train d'être préparé pour l'heure actuelle. Le lancement sera le 6 juillet. Merci beaucoup. Merci. Et je me retourne vers Julie. Je peux reprendre, si vous voulez bien. Merci, Nathalie. Nous nous réjouissons d'arriver au 6 juillet. Et tenant compte du facteur temps, nous pouvons tout de suite passer dans le deuxième groupe sur les éléments qui sont essentiels pour les programmes et services aussi souples que possible, alors que ceux-ci sont progressivement mis à l'échelle. Et j'aimerais présenter les co-modérateurs, Dr Julie Torodé, directeur projets spéciaux UICC, et Dr Samesh Kumar, mon collègue à Jipago, et directeur des solutions globales et innovation. À vous la parole. Merci beaucoup, Maura, et merci à nos intervenants. Nous avons une sélection d'experts des différentes parties du monde pour traiter ces questions avec nous, donc nous allons avancer assez rapidement. Professeur Karen Kampfel. Karen, nous avons parlé de vos travaux auparavant. Vous avez travaillé sur des estimations qui ont défini les éléments de base pour arriver à l'élimination. Vous avez travaillé en parallèle avec le groupe pour l'élimination du dépistage HPV. Et quelle est cette modélisation? Que peut-on apprendre alors que ces pays se préparent pour les 90, 70, 90? Merci beaucoup, Julie. J'ai quelques diapos, si l'on peut peut-être avancer. En termes de voir où nous en sommes et comment nous pouvons comprendre l'importance d'arriver à l'élimination de 2030, la modélisation a joué un rôle très important et cela représente un des outils qui est utilisé pour obtenir un appui dans les différents pays. Nous envoyons différents niveaux de granularité pour la modélisation. En première étape, nous avons fait ce qui est à l'écran devant vous, qui est une modélisation au niveau mondial de l'impact des différents types de stratégies et à quelle rapidité ceci permettra de réduire la mortalité des cancers du col. Si vous regardez la situation actuelle, là maintenant, il y a un taux de mortalité extrêmement élevé si nous n'arrivons pas à développer ces trois piliers. À droite, vous pouvez voir en orange, bleu et mauve le vaccin est l'élément clé ici. Et la raison pour laquelle nous ne recommandons pas la vaccination, bien que beaucoup de parties prenantes posent des questions, et que ceci ne permettrait pas de réduire avant 2040 ou même plus tard.
Donc, c'est vraiment le dépistage et le traitement qui représentent une étape critique pour accélérer le nombre de vies sauvées en mauve et en vert. Vous pouvez voir l'impact des stratégies d'élimination triple qui ont été de réduire le taux de mortalité d'ici 2030. Et si l'on passe à la diapo suivante, autre élément important ici à comprendre est que la modélisation en tant qu'outil est essentielle pour le développement, l'intérêt de l'investissement pour les pays au niveau individuel et de pouvoir clairement faire comprendre que la mise à l'échelle de ces objectifs peut sembler un défi, mais est extrêmement rentable du point de vue investissement, même dans les pays les moins développés, avec chaque dollar investi serait extrêmement important, notamment de l'impact qui pourrait être de l'ordre de 25 $ sur 3 $ investis. Donc, ceci permet de renforcer notre message alors que nous avançons pour obtenir un appui politique pour cette élimination. Maintenant, pour évoquer très rapidement l'Australie, parce que c'est utilisé comme exemple, un des éléments clés lorsque l'on parle de l'Australie, et beaucoup d'entre vous savent que c'était le premier pays au monde à obtenir l'élimination d'ici 2018 ou peut-être 35, mais l'élément clé à retenir ici est que ce que l'Australie a fait et que ce dépistage du PVH pour que l'Australie arrive au point de l'élimination. Si l'on pense aux facteurs qui ont aidé à obtenir cette volonté politique, c'est la modélisation au niveau plus élevé, également les directives de la modélisation pour comprendre en fait les trajets pour le dépistage du PVH et une accélération rapide qui permet d'arriver à un dépistage PVH avec l'utilisation des nouvelles technologies, la disponibilité des tests PVH et de l'autocollection qui ont été récemment annoncés. L'Australie a recommandé cette option d'auto-obtention des échantillons. Et le rôle de la société civile a été d'appuyer ces changements avec un grand nombre de participants différents dans l'évaluation. Il est essentiel que les pays envisagent le rôle important de dépistage et évaluation. Et nous avons pu commencer le premier rapport visant à l'élimination et de pouvoir relever les progrès avec quelques indicateurs, et même dans des pays revenus élevés, avec quelques lacunes. Maintenant, passons à la diapo suivante. Ayant à l'esprit que nous devons suivre l'évolution de la situation, même en période de COVID, et la mise à l'échelle du dépistage d'une façon pertinente avant 2030, parce que chaque année de retard, il y a plus de 340 000 décès estimés. Diapo suivante. Diapo suivante. Merci. Nous parlerons de ce programme rose, mais si l'on parle de la modélisation au niveau pays et non pas du programme rose en Malaisie, qui est un programme d'avant-garde pour une approche à 3 facettes pour l'auto-échantillonnage, les tests PVH, ainsi qu'une plateforme numérique qui nous avons pu montrer qu'au niveau national, ceci sera extrêmement rentable, notamment avec l'établissement d'une nouvelle plateforme de santé électronique. Donc cette modélisation au niveau national est extrêmement importante. Et comme Nathalie l'a dit, la modélisation joue un rôle très important également au niveau plus granulaire de définir toutes les approches possibles pour le dépistage et traitement dans les nouvelles directives de l'OMS.
De plus, ceci nous aidera à développer les intérêts au niveau pays pour que les pays comprennent le potentiel de vie sauvée est extrêmement important et est extrêmement localisé. Ceci est un exemple de certaines activités dans lesquelles nous avons été impliqués. Pour la Papouasie, montrant que les vies qui peuvent être sauvées à court terme et à plus long terme, montrant que dans un seul pays, en Papouasie, 150 000 décès peuvent être évités simplement par une mise à l'échelle. Et en conclusion, il a un rôle très important qui doit être pris en considération pour des pays qui sont en train de suivre cette élimination et d'appuyer les autres pays au niveau régional. Et j'ai eu le plaisir d'être impliqué dans un effort humanitaire pour l'élimination du cancer du col dans le Pacifique occidental, appuyé par l'Australie, avec Papouasie-Nouvelle-Guinée pour cette élimination et d'arriver à des options d'appui dans le Pacifique occidental, y compris modélisation, collecte de données, suivi, évaluation, et l'appui pour les registres pour aider les autres pays à s'atteler à cette infrastructure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen. Je pense que les personnes, les défenseurs des femmes peuvent voir quels sont les progrès que l'on peut escompter. Et je sais que la lutte est encore difficile et c'est un investissement important, mais ça nous montre à quel point la trajectoire de cette maladie peut être modifiée. Nous allons certainement apporter des liens pour les deux ressources que Karen nous a évoquées pour l'Australie. Groesbeck, est-ce que vous êtes toujours avec nous ou avez-vous disparu en Zambie? Eh bien, je vais donc retenir ma question pour Groesbeck jusqu'à ce qu'il revienne auprès de nous. Nous allons parler maintenant avec Somesh. Ms. Nemi, est-ce que vous m'entendez en Namibie? Est-ce que Naomi Shupala? Nous avons éteint notre vidéo pour que la connexion reste stable au niveau audio. Aucun problème. Merci d'être avec nous, Madame Shupala. Miss Naomi Shupala travaille dans le gouvernement namibien. Miss Naomi, j'ai une question à vous. Votre gouvernement a introduit de nouvelles technologies et c'est très bien, telles que la thermoablation, la cryothérapie, et tout cela sera intensifié. Et vous avez aussi vous planifiez d'introduire les tests HPV dans votre pays, ce qui vous met parfaitement en ligne avec les recommandations de l'OMS, avec cette règle des 90, 70, 90. J'ai entendu Nathalie et Karen qui viennent de s'exprimer. Pensez-vous qu'il est faisable dans les ministères de planifier, de respecter la feuille de route en 2030 pour les 90, 70, 90? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Comment pensez-vous que les ministères pourraient s'engager afin d'atteindre l'objectif de l'OMS en consultation avec la communauté internationale mondiale? Merci pour cette question. J'ai essayé d'allumer la vidéo, mais si je vois que Internet fluctue, je serai obligée de m'en tenir à l'audio. Mais merci encore
de donner à la Namibie la possibilité de participer et nous avons entendu et appris beaucoup de choses au cours de ces dernières minutes. Pour ce qui est de notre approche en Namibie, nous avons des leçons magnifiques apprises du programme VIH et la Namibie a bien et rapidement progressé et nous avons même dépassé certains de nos objectifs. Nous essayons pour notre VIH d'arriver à 95, 95, 95 et maintenant nous essayons de faire la même chose pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Nous avons bien sûr la vaccination HPV pour les jeunes filles et c'est déjà inclus dans nos directives initiales. Malheureusement, nous devons encore trouver les ressources pour la mise en œuvre. Pour ce qui est du test HPV, c'est également dans le secteur privé que nous progressons, même si les coûts sont élevés. Il y a un dialogue dans ces pays pour savoir comment nous pouvons établir des partenariats locaux ou internationaux pour le test HPV à l'intérieur de notre pays. À part les tests HPV, nous aimerions mettre en œuvre l'approche dépistage-traitement. Et beaucoup de femmes, surtout celles qui sont à risque dans les cliniques VIH, ont été testées. Il y a un programme spécial avec un personnel spatial qui font des tests par le programme JPIAGO. Et nous étendons tout cela au niveau des premiers soins dans les dispensaires et nous regardons comment on pourrait mettre en œuvre tout cela de façon plus large. Et nous avons même pensé à un dépistage mobile avec des bus. Et l'important, c'est l'accès. Les femmes dans les villes ont un accès aux tests. Mais dans les régions rurales, les femmes n'ont peut-être pas d'accès à ces tests. Et donc, nous avons prévu un service mobile avec des bus. Et ce sont peut-être les femmes que nous aimerions protéger pour que nous ne les retrouvions pas plus tard dans un hôpital avec un cancer déjà avancé qui nécessite un traitement. Nous avons donc une manière intégrée de progresser dans les cliniques VIH ou ailleurs. En tout cas, nous voulons que cet objectif soit atteignable. Nous devons vraiment trouver le moyen. Je m'arrêterai ici. Et si vous avez des questions, je vous attends. Et j'ai mon collègue du programme de la santé reproductive à côté de moi. C'est un responsable de la santé dans différents hôpitaux. Je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup, Miss Naimi. Je trouve ça formidable ce que vous avez dit, votre perspective sur la manière de nous expliquer que ces objectifs 2030 sont tout à fait atteignables et que nous devons faire des efforts dans ce sens. C'est vraiment très puissant. Une question à votre adresse. Vous avez parlé d'intégration du cancer du col de l'utérus dans les plateformes VIH. Qu'en est-il de la vaccination? Merci. Oui, la Namibie a une politique d'intégration du VIH et de tous les services pour la reproduction. Et chaque fois qu'il y a une clinique de soins de santé primaire,
il y aura des tests VIH et des traitements. Et dans cette même clinique, on a également le frottis PAP. Et nous avons une transition vers les VIA. Et c'est ce que nous voulons intégrer en plus. C'est pour les soins de santé primaires. Les femmes viennent pour toutes sortes de services comme le planning familial et les responsables poseront des questions aussi sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. En Namibie, nous devons collecter nos échantillons, les prélèvements et les envoyer en Afrique du Sud. Mais la pandémie de COVID nous a encouragés à améliorer nos capacités de tests. Et nous faisons déjà les tests de COVID-19 dans notre pays au niveau périphérique. Et les prélèvements sont effectués chez nous. Et il y a même des tests en voiture où les personnes viennent se faire tester en passant en voiture et ces capacités ont été constituées pour le COVID, mais c'est une plateforme qui nous permettra de l'utiliser comme tremplin pour le test HPV. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Ms. Naomi. Je vais passer chez la doctoresse Debra Buttress de Namibie, au Nigeria, pardon. Merci beaucoup de venir nous rejoindre. Est-ce que, Dr. Debra, vous pouvez m'entendre? Oui, Dr. Deborah Bitrus nous entend. Merci de nous avoir rejoints. Dr. Deborah, ma question au Nigeria, c'est de savoir que le Nigeria a été l'un des premiers pays à développer un modèle pour lutter contre le cancer du col de l'utérus de 2017 à 2021. C'est magnifique, comme vous avez bien listé vos objectifs, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Maintenant que nous en sommes dans les derniers mois de ce programme, pouvez-vous nous parler de votre expérience dans la mise en œuvre de la stratégie? Et pour les personnes qui n'ont pas vu votre document, eh bien, je pense que vous le trouvez sur Google. C'est sur le plan national stratégique du Nigeria pour 2017 à 2021. Merci beaucoup pour cette occasion de m'exprimer. En effet, le Nigeria a vraiment bien lutté contre le cancer du col de l'utérus. Nous avons ce programme de 2017 à 2021. L'OMS nous a aidés à mettre en œuvre ce plan. Et nous avons maintenant des zones de priorité auxquelles nous accordons notre attention pour fournir tous les services nécessaires. L'objectif, c'était qu'en 2020, nous soyons prêts à réduire d'un tiers la charge du cancer du col de l'utérus en 2020. Et il fallait dépister les femmes au moins 2 fois dans leur vie et il faudrait les vacciner avec le HPV. Et intégrer la vaccination dans le programme de vaccination national. À 9 ans, chaque fille devrait être immunisée. Ce plan nous a
permis de mettre en œuvre des progrès et ça nous a ouvert les yeux, mais c'était un défi. Ça a montré que nous avons surtout besoin de financement, de coordination pour mettre en œuvre ce plan avec succès. Il y a bien sûr un certain nombre de contraintes qui nous ont empêchés d'atteindre certains objectifs, mais ces contraintes comprennent également, comme je l'ai déjà dit, ce sont surtout les finances, la coordination avec tous les agents et à la fois au niveau national et au niveau du gouvernement local. En tout cas, nous voulons que tous ces plans soient connus dans le privé et dans le public pour mettre en place plus d'équipements grâce à des travailleurs de la santé pour obtenir un succès. Le budget n'a pas encore été inclus dans le budget de la santé et ça, c'est bien sûr une très grosse contrainte. Nous n'avions pas les ressources nécessaires pour arriver à notre objectif. Nous avons donc fait ce que nous pouvions dans ce contexte. Et pour la prévention primaire, nous voulions l'objectif de vacciner 80% des jeunes filles entre 9 et 10 ans. Mais ce n'est pas encore introduit dans la routine des vaccinations. Et nous avions malheureusement pas les coopérations nécessaires à tous les niveaux. Et le COVID-19 nous a bien sûr rendu la tâche difficile. Mais avant la fin de cette année, nous allons inclure la vaccination HPV pour les jeunes filles dans la routine des vaccinations. Mais ce sera surtout dans le secteur privé. Pour la planification secondaire, pour la prévention secondaire, nous aimerions arriver à 80% des femmes en 2030. Nous travaillons avec United dans un programme de prévention secondaire. Il y a 430 000 femmes qui seront incluses dans notre programme d'ici la fin de l'année prochaine. Nous avons des tests pilotes à Lagos, Kaduna et dans une autre ville. Nous avons formé 1250 travailleurs de la santé et nous avons déjà dépisté 50 000 femmes. Ce que nous essayons de faire, c'est d'intensifier tout cela après les 3 villes que nous allons traiter maintenant et donc nous allons progresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un excellent exemple de la direction qu'a pris le gouvernement et de l'appui des différents partenaires. Félicitations donc à vous tous. Ma question, et Julie, je me tournerai vers vous parce que vous regardez. Avez-vous l'intention d'élargir ce programme au-delà de 2021 pour aller jusqu'en 2030? Et quelles sont les prévisions et quel est l'appui de modélisation ou autres ressources qui pourraient être utiles? Pensez-vous que le gouvernement en aura besoin? Je pose cette question parce que, et comme ceci s'applique au Nigeria,
Cela s'applique à d'autres pays qui s'intéressent à développer cette feuille de route pour 2030. Tout à fait. Ici, nous avons déjà commencé les discussions au sein du Programme national de contrôle du cancer, l'OMS et CHAI, et nous avons ouvert cette discussion pour une mise à jour et élargir la planification pour éveiller à l'élimination du cancer du col comme un problème de santé publique au Nigeria. Et ceci commencera le 24 juin de cette année. Et ce que nous prévoyons est d'utiliser des éléments fondés sur des preuves pour la mise à jour du plan actuel pour répondre à ces objectifs. Maintenant, pour les tests PVH, nous avons une opération et nous avons des fonds attribués à Kaduna, Rivière et Lagos, les 3 États, où le programme de dépistage se développe. Et nous avons également des tests qui sont en cours à Lagos, Kaduna et Rivière. Et la modélisation qui a été utilisée pour le plan a été parrainée par l'OMS et ils ont eu recours au modèle des cohortes afin d'estimer l'interaction qui permettent d'obtenir le meilleur résultat au coût le plus faible, tenant compte des contraintes que nous avons au Nigeria, y compris les contraintes financières, pour arriver à couvrir ces populations. Tout a été pris en considération pour pouvoir définir les modalités que nous avons adoptées. Un dépistage 2 fois au cours de leur vie et 2 doses du vaccin PVH aux populations éligibles. Nous avons utilisé donc le même système et ceci nous permettra d'aider dans cette modélisation parce que tenant compte des contraintes, ceci sera pris en considération et le meilleur modèle pourra être alors optimalisé pour que nous puissions l'utiliser. Merci beaucoup. Merci, Dr. Deborah. Julie, je me retourne vers vous. Une question sur l'engagement des communautés. Julie, merci beaucoup et merci à tous nos intervenants de Namibie et Nigeria. Nous entendons que des progrès sont en train d'être réalisés et également un rôle important de plaidoyer. Et la modélisation appuyée par l'OMS, je comprends que l'OMS était tout à fait prêt à prêter assistance aux autres pays à développer ces modélisations, comme cela a été le cas au Nigeria, et l'OMS est tout à fait prêt à prêter assistance lorsque cela est possible. Et j'aimerais maintenant... François, m'entendez-vous? Oui, tout à fait. Merci. Alors, François, je veux dire que je suis très heureux de voir les progrès réalisés au Rwanda pour ce dépistage dans un certain nombre de provinces. Est-ce que vous pouvez donner une brève description de quels ont été les facteurs qui ont permis de faciliter cette première étape vers cette mise à l'échelle et avez-vous des informations que vous pouvez partager avec nous? Merci beaucoup, Julie. Je dirais que nous avons initié ce dépistage en 2014, utilisant la stratégie de base, et puis en mars 2020, nous avons commencé l'introduction des tests PVH, un projet qui est appuyé par CHAI, avec financement par Unitaid, avec dépistage sur quelques 70 000 femmes
pour obtenir plus de connaissances sur comment l'on peut mieux intégrer cet aspect dans le programme d'élimination du cancer du col. Et en fait, les nouvelles stratégies, nous utilisons le PVH avec des plateformes qui existent déjà dans les hôpitaux et autres plateformes qui sont faites pour les dépistages VIH. Et donc, nous avons déplacé au niveau central pour obtenir cette assistance à d'autres centres. Et l'échantillonnage qui sont amenés dans les hôpitaux avec des plateformes moléculaires pour les tests et une capacité pour des femmes qui ont des lésions avancées, et cela gratuitement. Un programme durable pour l'intégration de ces activités dans ces services, et notamment dans les services traitant du VIH. Et dans ces nouvelles activités, nous utilisons des nouveaux systèmes et malheureusement, l'orateur est très difficile à comprendre et de pouvoir un suivi des femmes qui sont transférées d'un centre à un autre. Et donc, essentiellement, depuis le début, nous avons pu avoir un dépistage avec ces tests. Un programme est déployé dans 62 installations avec plus de 2500 personnes qui sont impliquées. Et le test pour le PVH est de l'ordre de 20%. De même, dans ce processus, nous assurons un suivi des patientes et dans certains cas, nous n'arrivons pas à assurer un aussi bon suivi. Mais ici, nous bénéficions d'un appui politique. Il y a une forte demande de la part des différentes communautés et d'intégration dans les services de VIH. Et avec un déploiement depuis ces programmes pour une inclusion dans le programme du cancer du col. Et ceci a été déployé par essentiellement du personnel infirmier, une technique qui peut être utilisée par le personnel infirmier. Cet outil numérique nous aide beaucoup pour assurer le suivi et le déplacement de ces femmes. Et l'auto-échantillonnage semble être la solution préférée par les femmes. Ce qui, évidemment, nous permet d'avancer. En voyant certains des résultats qui ont été obtenus avec cette nouvelle stratégie, nous n'avons pas notre propre plateforme, mais la plateforme utilisée pour le VIH et le PVH. Ce qui permet de fournir ces soins
Et les résultats sont obtenus en l'espace d'1 à 2 semaines. Nous n'avons pas des prestateurs spécialisés pour ces programmes. Et ce sont les mêmes personnels infirmiers qui travaillent dans ces centres médicaux. Et l'on prélève des échantillons pour être soumis aux tests. Et pour les femmes qui sont PVH positifs, et leur annonçant donc les résultats. Pour pouvoir mieux définir les traitements qu'elles doivent suivre. Et nous sommes, comme ceci est extrêmement coûteux, nous sommes très heureux d'avoir une assistance du centre de financement et de pouvoir arriver à couvrir ces différents tests. Et il nous faut continuer à nous assurer que toutes les collectivités soient pleinement informées, permettant d'utiliser différentes stratégies. Donc, succinctement, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'expérience du Rwanda. Merci beaucoup, François. Quant à le coût, ceci semble être le plus grand obstacle pour le maintien de ces services. Ai-je raison? Oui, tout à fait. Le coût est certainement la difficulté principale. Nous avons maintenant cet appui de CHA et du United, mais si vous regardez les outils de collecte d'échantillons, nous avons pu négocier un contrat avec Abbott et maintenant nous utilisons des plateformes Abbott et le coût par femme est l'ordre de 8,6 $ États-Unis. Donc cela reste relativement élevé. Mais d'avoir des procédures plus abordables nécessiterait une mise à l'échelle du programme. Et nous sommes en train d'explorer comment les assurances maladie peuvent couvrir ces frais. Parce que, en fait, la couverture de l'assurance maladie est de l'ordre de 80-90%, et donc les individus ne doivent payer que quelques 10% du coût, ce qui nous permettrait de mettre ce programme à l'échelle. Eh bien, c'est excellent de voir que le Rwanda regarde une approche de couverture universelle, mais qu'aimeriez-vous voir de la part des organisations internationales? Comment des organisations telles que UICC ou JPEGO, comment pouvons-nous améliorer les possibilités de succès au Rwanda ou dans d'autres pays? Je dirais qu'il faut que l'on s'exprime d'une voix dans ce rôle de plaidoyer, parce que ces tests sont fabriqués par un grand nombre d'entreprises différentes. Comment est-ce que l'UICC ou d'autres organisations peuvent avoir un rôle de plaidoyer avec les pharma pour réduire de façon significative le coût de ces tests? Les nouvelles recommandations et des tests qui sont extrêmement coûteux, et nous ne pouvons donc pas arriver aux objectifs qui sont recherchés. De plus, nous parlons des différentes plateformes, des plateformes centralisées. Est-ce que l'on peut avoir de telles plateformes pour que les tests puissent être faits dans ces centres médicaux, une femme peut venir, être testée et obtenir des résultats le jour même, et que si elle a besoin d'être traitée le jour même. Cela, évidemment, revient
aux approches que j'ai évoquées précédemment pour une négociation pour des prix pratiqués par les sociétés pharma et également d'investir dans d'autres technologies. Ce qui semble prometteur, mais il faut voir également comment le coût de ces tests peut également être réduit. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, François. Eh bien, j'en viens maintenant au El Salvador. Maurizio Mazza, de Basic Health International. Maurizio, vous travaillez depuis un certain temps avec un certain nombre de partenaires au Salvador. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment votre travail en parallèle avec le ministère envisage un transfert vers des nouvelles technologies, comment vous essayez de consolider cette situation dans les services de santé publique? Je crois que vous avez quelques diapos. À vous. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous et de vous faire part de l'expérience que nous avons pu acquérir au Salvador. J'espère que vous pouvez voir mes diapos. Essentiellement, nous avons commencé à travailler il y a une décennie sur le dépistage du cancer du col, ce qui semblait tout à fait prometteur, notamment dans les régions rurales du Salvador. C'est le programme de communication où les membres de la collectivité participaient directement dans le déplacement du matériel. Et ce que nous avons appris assez rapidement, c'est que nous parlons de mise à l'échelle, une fois que l'on veut mettre ces services à l'échelle nationale, c'est très difficile de maintenir le contrôle de qualité sur tous les prestataires et d'atteindre toute la population. Et donc, ce qui s'est passé vers 2010 est qu'une réunion régionale avec PAHO et le ministère de la Santé partenaire avec BHI et d'autres organisations, PAHO, NCI, Obgyn, les sociétés de pathologie, ont décidé de développer un programme qui permettrait de voir comment l'on pouvait introduire des tests PVH. Et c'est comme ça que nous avons développé le programme CAP, prévention du cancer du col au Salvador, développé en 3 phases. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, bien entendu. Essentiellement, ce que nous voulons faire dans chaque phase, à petite échelle, tout d'abord, un dépistage sur 4000 femmes, puis ce qui était innovant à l'époque, qui était l'approche dépistage-traitement par cryothérapie, et dans l'autre modèle, des tests PVH et colposcopie. Ce que nous avons pu voir, nous avons eu la première phase, puis la deuxième phase, nous sommes arrivés à 8000, et nous avons de nombreuses études comparant les résultats de ces deux approches. Ce que nous avons vu est que c'était extrêmement rentable que de faire le traitement de dépistage et traitement parce qu'il y avait beaucoup moins de pertes. Donc, lorsque nous arrivons à la troisième phase, sur 20 000 femmes, l'approche était de fournir une collection d'échantillons suivie par traitement, des évaluations visuelles pour traitement et traiter toutes les femmes qui étaient positives au PVH. Donc, la dernière phase, nous sommes mis à l'échelle de toute la région, dans cette région du Salvador, pour atteindre 20 000 femmes. De tous les résultats que je vous présente ici, nous avons une couverture élevée de l'objectif de 20 000. Nous étions à 90% et 74,9% de ces femmes
qui devaient obtenir un traitement ont été traités dans les 6 mois. Donc, des chiffres très encourageants à l'époque, ce qui a donné lieu à une mise à l'échelle dans les différentes régions au Salvador. Et ce que vous voyez ici, et chaque site où il y a un point bleu, c'est où nous avons un centre de triage pour les centres de traitement, et les points mauves, c'est où les femmes se rendaient si elles avaient un résultat PVH positif. Lorsque nous parlons de ceci, nous ne parlons pas toujours de la formation qui a été nécessaire de réaliser, changeant le paradigme, parce qu'à la lumière de toutes ces preuves, nous avons pu changer les directives locales et changer le matériel pédagogique pour le VIA avec un test PVH. Et parlant de mise à l'échelle, de première formation dans cette phase, où nous avons fait quelques 2000 personnes, voici quelques personnes qui étaient formées. Et puis, une mise à l'échelle, c'était le plus important, puisqu'il fait arriver à tous les niveaux, depuis les soins de santé primaires, médecins, infirmiers, tout comme pour la formation en laboratoire. Ici, il y a quelques personnes qui ont été formées pour la première phase. Et puis, comme vous pouvez le voir à droite, voici à quoi cela ressemble aujourd'hui, avec une mise à l'échelle des différentes régions du monde. Voici les machines qui étaient utilisées dans les différents laboratoires dans le pays. Donc, une formation beaucoup plus importante. De même est vrai pour le traitement, où l'on formait que quelques personnes pour avoir un triage visuel à la cryothérapie, et puis avec l'utilisation des nouvelles technologies et de nouveaux modèles, nous avons pu également avoir une mise à l'échelle. Et donc, ce qui semble être des milliers de personnes qui devaient être formées pour arriver à un niveau de couverture nationale. Et comme vous pouvez le voir, ceci a été extrêmement long au début, lorsqu'il y a eu la phase pilote, et puis avec le déploiement, l'on voit une accélération très claire. Et voici comment nous avons commencé à travailler. Voici maintenant à quoi cela ressemble aujourd'hui. Et le ministère de la Santé du Salvador est déjà en train d'obtenir les tests PVH. Et nous espérons que cette année, les achats pour tous les pays au niveau annuel pourront être réalisés. 125 000 tests par an pour arriver à cet objectif dont nous avons tous parlé, des couvertures de 70% de dépistage, et nous espérons arriver à 90% de traitement. Voilà notre expérience ici. Merci beaucoup, Maurizio. Je veux dire que c'est toujours fantastique de voir ce progrès en, grosso modo, une décennie. Également, de voir comment vous avez pu mettre à l'échelle même la formation. Et quelles sont les leçons que vous avez pu acquérir pour rester adaptif et souple dans l'adoption des nouveaux outils et également de la possibilité de couvrir les frais. Quand avez-vous décidé quelles étaient les nouvelles technologies qui allaient être adoptées? Nous essayons constamment de mettre à l'essai différentes technologies et chaque fois que nous voyons quelque chose qui se présente, nous pensons toujours à la mise à l'échelle et du monde réaliste par rapport au monde imaginaire. Et si vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque je passe de dépistage de 1000 personnes à 20 000 personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se réaliser? Et la plupart du temps, il faut le mettre à l'essai. C'est un programme du ministère de la Santé. Et nous sommes les collaborateurs techniques, mais d'autres personnels
sont impliqués. C'est un programme du ministère de la Santé. Donc, ce que nous essayons de faire est d'essayer de réunir des idées, des possibilités, de les mettre à l'essai conjointement avec le ministère. Et à la fin, c'est eux qui vont prendre la décision de ce qui donne des résultats positifs ou non, en fonction des besoins et des ressources disponibles dans le pays. Merci beaucoup, Maurizio, pour cette trajectoire très intéressante et nous souhaitons plein succès dans la poursuite de vos activités. Et maintenant, professeur Yingling Wu de Malaisie. Yingling, vous avez réussi à introduire de nouvelles solutions pour le dépistage en Malaisie et de l'expérience de vos bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment la perspective des femmes a été incorporée dans la visualisation du programme et notamment de l'idée de comment nous arrivons à la mise à l'échelle de ces services? Comment avez-vous pu utiliser le début du programme Rose pour influencer les cœurs, les porte-monnaies et les esprits des décideurs politiques et des financiers? Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis oncologue, gynécologue, prétendant être une personne de santé publique. Mais vous vous débrouillez très bien. Je crois que tout ce programme est parti dans une optique de ce que j'ai vu, de ce qui se passait avec les femmes. De pouvoir s'occuper des patients de mon âge et puis de poser des questions. Pourquoi souffrait-elle d'un cancer du col? J'ai été formé au Royaume-Uni, je suis revenu en Malaisie et j'ai été époustouflé qu'autant de femmes, plus jeunes que moi, et c'était assez difficile. Et donc le programme Rose a commencé avec cette question: pourquoi les femmes ne bénéficient-elles pas du dépistage? Et j'ai rencontré des collaborateurs, des amis, et c'est arrivé à un moment en 2017 où des amis en Australie en disant: vous savez que vous pouvez maintenant faire un auto-échantillonnage. Auto-échantillonnage, il n'y a pas besoin de spéculer, mais c'est sûr. Et voilà comment cela a commencé. Alors, quels étaient les obstacles? Et même d'arriver à l'acronyme Rose, de retirer les obstacles au dépistage du col. Et on a commencé à poser les questions: quels étaient les obstacles? Le cancer du col est une maladie qui affectait initialement des personnes des couches socio-économiques les plus faibles, et chaque fois qu'il prenait du temps pour un dépistage, ça signifiait qu'il devait abandonner une possibilité de travailler. Et donc Rose représente une solution pour donner le pouvoir aux femmes de s'assurer que les tests ont été mis à leur disposition. Une solution simple où nous permettions aux femmes d'avoir un autodépistage. Ce n'était pas nécessaire qu'ils viennent à une installation médicale. Nous avons utilisé une technologie mobile pour nous assurer que nous pouvions communiquer et obtenir des résultats qui leur revenaient. Autre élément, pour des femmes qui n'ont pas accès aux soins médicaux, et la peur ou la capacité d'être en soins tertiaires, si les résultats étaient anormaux. Donc, que faut-il pour qu'elle fasse l'objet d'un dépistage et qu'elle puisse agir en cas de résultat anormal? Et l'un des éléments clés a été notre amitié avec nos collaborateurs en Australie, avec VCS. Lorsque vous êtes dans le terrain de l'auto-échantillonnage, il y a tellement d'auto-échantillonnages différents, lequel utiliser, tellement de tests PVH, lequel utiliser, et tellement de technologies différentes. Que faut-il faire? Et d'avoir accès aux personnes qui l'ont fait auparavant, et je vois les communautés qui se réunissent pour utiliser ces différents outils qui ont fait leurs preuves. Et c'est en fait tout l'intérêt de Rose, et de pouvoir présenter ce cas de figure aux agences de financement. Et au cœur de chacun d'entre nous, que ce soit un médecin ou un financier, nous voulons faire partie de l'histoire.
Et le cancer, l'élimination du cancer du col est certainement un moment historique dans une vie, d'éliminer un cancer pour la première fois. Et les outils existent. Et ce que l'on fait est d'être engagé avec des personnes pour voir comment on peut utiliser ces outils pour pouvoir véritablement faire partie de cette histoire et d'apporter une différence à la vie des femmes qui sont les piliers de notre société. Et c'est la narration que nous présentons lorsque nous parlons à nos financiers, à nos collaborateurs, aux entreprises, parce que dans chaque entreprise, que vous faites scientifique ou non, il y a toujours une femme ou une mère et 2 tests permettent de protéger du cancer du col. Et cela est certainement une narration très solide que l'on peut tous utiliser. Merci beaucoup, Lynn. Et votre stratégie est tellement convaincante. Est-ce que vous êtes à même de transmettre ceci en message très simple, ce qui est certainement clé d'être simple, clair, et d'essayer d'avoir la participation des populations dans ce qui se passe. Et merci de nous avoir parlé de ceci. Une des choses qui est vraiment importante pour nous tous est comment assure-t-on le financement. Et votre programme Rose n'est pas un programme gouvernemental, c'est un programme qui est financé par les groupes. Oui, ceci a commencé en projet pilote avant de devenir programme Rose. Et maintenant, le ministère de la Santé a également une approche pour l'auto-échantillonnage. Et en fait, de pouvoir partir de ces niveaux de base, nous avons tout d'abord posé la question, que nous faut-il? La Malaisie est un pays revenu intermédiaire, donc nous n'avons pas accès au financement international comme ONU-SIDA. Donc j'ai dû voir des moyens, comment on pouvait lancer cette approche. Que nous faut-il pour avoir un programme pilote? Il nous fallait le téléphone mobile. Donc, j'ai pris contact avec des opérateurs télécoms, un test PVH, et nous avons pu galvaniser différents acteurs pour avoir un projet de démonstration. Et puis, les femmes se sont exprimées d'elles-mêmes. Nous avons développé cette expérience, et ceci s'est développé. De plus en plus de femmes voulaient ce test, donc de plus en plus d'entreprises qui étaient prêtes à assurer le financement et d'élargir le programme aux populations qui étaient délaissées jusque-là. Et il y a un instant, Yinling, vous avez parlé de votre partenariat avec la Fondation VCS. Quelle a été la signification, en fait, de ceci dans la transparence des prix et de ce que vous pouvez viser lorsque vous réalisez vos propres négociations pour votre programme? Ceci a été clé. Et pour quiconque qui veut lancer un programme pilote, pensez à travailler avec quelqu'un qui l'a fait auparavant. Et je dois dire que nos amis à VCS sont authentiques, sont vrais. Et Marianne me l'a dit lorsque nous sommes rencontrés la première fois. Nous avons résolu le problème de l'Australie. Et si l'on veut vraiment traiter sérieusement l'élimination du cancer, il faut aller dans un endroit où c'est un problème. Et ces partenariats sont véritablement importants. Lorsque nous parlons de l'abordabilité des tests, et pour ceux d'entre vous qui ont de recherche en laboratoire, vous savez que différents types de consommables ont des prix différents selon le pays. Et lorsque nous avons pris contact avec les distributeurs locaux pour savoir quel serait le prix des frottis, des consommables, en fait, nous avons compris qu'il y avait un prix différentiel par rapport à d'autres pays. Dans des réunions comme celle-ci, nous avons compris que les processus dans un seul pays peuvent produire une variation très importante des consommables. Et ce sont les discussions qu'il faut avoir avec les distributeurs locaux pour voir comment l'on peut arriver à un point d'entente, parce qu'eux aussi subissent différentes pressions, différents pays.
ont différentes méthodes de financement sur comment l'on importe les consommables. Merci beaucoup. Et le message de base est il faut être sur le terrain, acquérir de l'expérience et que ensuite l'on devient d'autant plus fort dans ces négociations. Donc, merci beaucoup à tous nos intervenants. Je me retourner vers Shamesh pour présenter notre dernier orateur et partager un nouveau projet très intéressant d'élimination du cancer. Merci, Julie. Nous avons entendu parler de ce thème de la disponibilité financière des produits, les tests, les traitements, la nécessité d'avoir plus de transparence dans les prix, des informations également. Mais ne le cachons pas, il faut plus de transparence pour les coûts des différents produits qui sont disponibles sur le marché. Beaucoup de ces produits sont assez simples, des instruments, des outils. Et donc, c'est très utile. Je voudrais vous parler de ma collègue Heather, qui défend les femmes contre le cancer du col de l'utérus. Et ils font beaucoup de travail dans ce domaine. Heather va vous parler des bonnes nouvelles, comme nous l'avons discuté auparavant, depuis environ 60 minutes. Heather, est-ce que vous m'entendez? Oui, Somesh, je vous entends bien. Et au niveau personnel, je dois vous dire que je suis très inspirée par le travail qui est présenté ici par tant d'orateurs aujourd'hui. Et je ne peux qu'applaudir tout ce que vous faites au niveau national et au niveau de l'OMS pour le dépistage et le traitement. Comme Somesh vient de nous le dire, je suis le directeur exécutif de Together for Health. Et ceux d'entre vous qui ne connaissez pas notre organisation, c'est une coalition de produits et de personnes de la société civile. Et nous essayons de promouvoir les informations les plus récentes pour faciliter la transition vers une technologie améliorée pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Nous sommes ravis de vous montrer aujourd'hui que nous sommes en partenariat avec Jhpiego pour mettre en œuvre des guides de coûts, les plateformes de tests, HPV, les produits pour l'auto-échantillonnage et les produits pour l'ablation des cancers. Et ce guide des coûts nous amènera à améliorer le dialogue sur la possibilité de s'offrir ces produits. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de variations entre les besoins des uns et des autres pour arriver à cet objectif. En tout cas, nous essayons vraiment de soutenir toutes les personnes au front pour savoir quels produits sont nécessaires et lesquels il faut acheter pour leur programme individuel. Somesh et moi-même, nous avons essayé déjà de nous adresser à des fabricants et nous allons créer les guides des coûts pour les prochaines années et en automne, nous aurons des nouvelles à vous donner.
Toutes les personnes qui voudraient connaître ce projet, n'hésitez pas à nous contacter, moi-même, Heather, ou Somesh directement, aux adresses email que nous vous montrons ici. Et nous serions ravis d'avoir des échos de votre part pour savoir ce que vous cherchez comme test, etc. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous pour votre travail et pour nous aider à progresser dans ce domaine afin que nous ayons une meilleure coordination et nous essayons, bien sûr, de promouvoir la disponibilité et des prix acceptables. Merci beaucoup et c'est très utile. Bien sûr, il faudra la participation de tous, la participation de tout le monde, parce que c'est un objectif que nous partageons tous. Comme nous l'avons discuté aujourd'hui, ce guide des coûts. Merci beaucoup pour ces informations et c'est Maura qui a à nouveau la parole. Merci, Somesh. Et merci à tous les membres de cette table ronde et votre animation. C'était magnifique d'entendre des personnes de Namibie, du Nigeria, de Rwanda, d'El Salvador, de Malaisie, d'Australie. Et ça nous a donné donc des idées sur les guides de coûts pour les produits qui sont à notre disposition. Merci à vous tous. Nous arrivons à la fin de notre journée et je repasse la parole à Monsieur Groesbeck-Parham. Docteur Groesbeck, merci pour quelques remarques finales. Docteur Nono Simelela ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. Elle le regrette beaucoup. Elle m'a demandé de dire quelques mots à sa place. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de cette conférence virtuelle et UICC, JPIGO et les animateurs, les membres de la table ronde, les participants. Merci à vous tous d'avoir été si stimulants et si intéressants. Et je vous remercie également pour ces discussions magnifiques. Nous savons que 600 000 femmes par année reçoivent un diagnostic de cancer du col de l'utérus avec 300 000 morts et les chiffres augmentent. Nous l'entendons tout le temps. Mais ce ne sont pas simplement des nombres, des numéros, ce sont des personnes, des mamans, des sœurs, des tantes, des profs d'école, des docteurs, des scientifiques, des personnes qui travaillent dans les télécoms, etc., des vendeuses dans les épiceries. Beaucoup de femmes, n'importe quel être humain peut subir cela. Mais c'est surtout, et c'est la majorité des femmes qui sont à risque, sont des personnes pauvres qui habitent dans des zones pauvres où les soins de santé sont rares. Et c'est surtout dans le diagnostic et le traitement du cancer que réside la solution. Et dans beaucoup de pays, c'est une sentence de mort parce que souvent le cancer est détecté trop tard. Vous savez, vous qui êtes oncologue, etc., vous connaissez les chimiothérapies, vous savez ce que c'est. Mais ces personnes pauvres n'y ont pas accès. Et il y a aussi des régions dans lesquelles on ne fait pas confiance
à la médecine occidentale. On croit que c'est une maladie mentale. On croit qu'il n'y a pas d'accès aux cliniques parce qu'il faudrait y aller d'innombrables fois. Donc, il n'y a pas forcément des banques de données, des ressources humaines, du matériel. Cependant, avec malgré tous ces problèmes et malgré tous ces aspects négatifs, au milieu de tout cela, nous avons des travailleurs de la santé qui sont au cœur de la volonté d'accorder la qualité maximale de santé malgré ces environnements difficiles. Et ça, ce sont les gens sur lesquels nous devons nous concentrer maintenant si nous voulons efficacement éliminer cette maladie. C'est une bonne époque pour moi de vous donner mes réflexions. Actuellement, je traverse la Zambie, je voyage pour essayer de faire une évaluation de la qualité, un contrôle de qualité d'un programme de santé que j'ai lancé il y a 16 ans avec 25 000 $. Et c'est un programme qui est maintenant dans tout le pays. Je viens de quitter une province rurale à la frontière du Mozambique et du Malawi. Nous sommes rentrés juste maintenant, nous sommes partis hier matin et nous étions donc dans cette province aussi à la frontière de la Namibie. Nous irons proche du Congo et d'Angola. Et hier, j'étais dans une réunion où, quand ces jeunes docteurs, ces infirmières étaient debout, se présentaient et écoutez, je suis quelqu'un d'assez solide et assez insensible, mais je dois dire que j'ai vraiment commencé à pleurer. Tout le monde me regardait en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec le vieux monsieur là-bas dans le fond qui pleure ?» Mais quand j'ai vu l'engagement de ces personnes, ça m'a tellement émue. Quand j'ai vu qu'il y avait cette idée qui a été à la base de l'engagement et de l'amour de toutes ces personnes pour leurs concitoyens. Et quand j'ai vu comment cette idée s'est répandue partout, et même s'il y avait beaucoup de manques, et il y avait ces travailleurs de la santé qui étaient comme dans une armée et qui disait avec fierté « Je suis responsable d'éliminer le cancer du col de l'utérus ». Ça m'a juste complètement submergée et j'ai compris que cette maladie doit être éliminée. Et nous devons nous concentrer sur les personnes qui sont au front. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Les outils, les équipements, la fourniture, le système de télépathologie, toutes ces applications, les téléphones portables. Il n'y a aucun problème que j'ai entendu pour lequel il n'y aurait pas de solution. Les solutions sont là, elles existent. Et nous devons travailler comme un front uni. C'est à nous de sortir de nos silos égoïstes et nous devons travailler comme une seule unité, un front uni pour progresser et nous assurer que ceux qui s'occupent des malades reçoivent ce dont ils ont besoin. Et ces chiffres vont baisser. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, c'est le moment de nous encourager tous et voilà ce que j'ai à vous dire. Concentrez-vous sur ces personnes qui offrent les soins. Tous les soignants doivent recevoir ce dont ils ont besoin et soyons un front uni, quelles que soient nos différences. Nous n'avons pas besoin
d'être uniformisés dans ce que nous faisons, mais nous devons être unifiés. Donc, concentrons-nous sur cela et nous connaîtrons le succès pour éliminer cette maladie. Merci. Eh bien, c'est vraiment une inspiration, Dr. Groesbeck. Je crois que nous tous, nous ressentons la même chose et je ne peux pas dire grand-chose en conclusion. C'est vraiment ce front uni qu'il faut absolument tous reprendre de cette réunion. Nous devons œuvrer vers cet objectif 90, 70, 90 d'ici à 2030. Et merci pour votre activité dans le chat. C'était magnifique. Et en tout cas, nous allons faire un enregistrement de cette réunion. Merci à vous tous pour le temps que vous avez investi. Et nous allons continuer notre série des dialogues virtuels. Et nous allons nous réunir en octobre pour le sommet des leaders en matière de cancer. Merci à tous. Prenez bien soin de vous.